Madame, Monsieur, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine RDC Environnement. Comme vous le savez, c'est votre émission des questions environnementales et du développement durable, cette production de la rédaction de l'agence Galaxy Media. Autant de projets sont réalisés à travers le monde en général, mais en République démocratique du Congo également. Et chaque projet a besoin qu'une étude d'impact environnemental et social soit menée avant que ces projets soient mis en œuvre. Est-ce que les projets et programmes exécutés en République démocratique du Congo répondent à cette exigence? C'est de cela que nous allons devoir parler dans cette émission RDC Environnement pour évoquer les évaluations environnementales des programmes et projets exécutés, formalités administratives ou outils d'aide à la décision et de garantie d'intégrité environnementale. Et pour en parler, nous avons fait appel sur ces plateaux à M. Fleury Nyamoga, qui est consultant dans les questions environnementales, mais surtout spécialiste et chercheur aussi dans ces mêmes questions. Fleury Nyamoga, bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est toujours un plaisir d'être dans votre émission. Tout à fait. Je vais bien, merci. Alors, évaluation environnementale des programmes et projets, formalités administratives ou outils d'aide à la décision. Monsieur Fleury, qu'est-ce qu'il faut entendre d'abord par évaluation environnementale? Merci beaucoup. Vous savez, tout ce que nous le faisons dans un environnement bien défini. Donc, dans une partie de la Terre, qui est notre seule planète. Et chaque chose que nous faisons a un potentiel d'impacter positivement ou négativement le milieu dans lequel nous le faisons. Et lorsqu'il s'agit de certains types de programmes qui concerne des investissements à grande échelle, l'utilisation de ressources naturelles, la création de nouvelles infrastructures, nous avons des impacts quand même plus ou moins grands sur l'environnement dans lequel les projets sont mis en œuvre. Et donc, au-delà, chaque fois qu'on a un projet d'investissement ou un programme de développement, on réfléchit en fonction des bénéfices que ce programme va générer pour la société, pour l'investisseur lorsqu'il place de l'argent quelque part. Et on prend des décisions qui sont basées sur les aspects sociaux et économiques du projet, lorsqu'on estime qu'ils sont suffisants pour le motiver. Mais il y a une troisième donne qui a été introduite parce que tout ce qu'on fait n'est pas nécessairement bon pour l'environnement. On peut poser un acte aujourd'hui qui va rapporter beaucoup d'argent, mais il a laissé des plaies dans l'environnement telles que ça contrebalance même les bénéfices économiques qu'on a tirés du programme. Il y a beaucoup de cas, ça ne sert à rien de le dire. C'est ainsi que l'étude d'impact environnemental ex ante, c'est-à-dire avant la décision d'autoriser le projet, est un principe qui permet aux décideurs de prédire à partir d'un certain nombre d'observations, de réflexions, de prédire les impacts que la mise en œuvre d'un programme ou d'un projet pourrait avoir dans le milieu, comment on peut y trouver des répliques, soit pour les atténuer lorsque ce sont des impacts négatifs, soit pour les bonifier lorsque ce sont des impacts positifs. Et est-ce qu'en fin de compte, il faut autoriser que le projet puisse être fait? Si le coût environnemental contrebalance les coûts socio-économiques, on prendra une décision en fonction de ça. Et dans notre pays, justement, il y a un système qui permet qu'on puisse délivrer à la fin de cette étude-là ce qu'on appelle un certificat de conformité environnementale ou un service spécialisé de l'État. Dans le cas précis, c'est un établissement d'utilité publique. Après avoir analysé les études d'impact qui sont soumises, permet au gouvernement d'avancer dans la décision parce qu'il lui confirme que les impacts que ce projet aura sur l'environnement, soit on a trouvé les moyens de les réparer, de les atténuer, soit il n'y en a pas d'une grandeur telle que ça puisse inquiéter. Voilà. Mais pourtant, il n'y a pas en tout cas un projet qui soit exécuté qui n'ait pas d'impact aussi négatif quand même. Il y en a toujours. Oui. Le problème, c'est de mesurer. C'est de mesurer, est-ce que le mal, on peut vivre avec? Est-ce qu'on peut mettre en place des mesures pour atténuer ce mal-là qu'on cause à l'environnement? Parce qu'on voit toujours le bénéfice que le projet va engendrer. Je vais donner un exemple simple. Lorsqu'on veut construire une route qui va relier
qui va ouvrir un village qui est dans la brousse, qui va l'ouvrir à la circulation. On va couper des arbres. On va creuser des caniveaux, peut-être qu'on va déplacer des cours d'eau. Donc il y a tout un tas de travaux qu'on va faire dans la nature, mais on cherche la route, on cherche à relier le village à d'autres endroits qui sont accessibles. Maintenant, c'est après avoir analysé tout ça qu'on se dit, est-ce qu'on peut quand même faire ce travail en sachant que on a coupé autant d'arbres, mais on peut compenser ça d'une manière. Est-ce que les dégâts environnementaux sont tellement grands qu'il faut qu'on arrête de faire le travail? Donc il y a toujours une décision à prendre. Alors, quand est-ce qu'a lieu cette étude d'impact environnemental et social ou cette évaluation environnementale? En principe, l'évaluation environnementale se fait dès qu'on a les données techniques du projet. À partir du moment où on sait exactement ce qu'on va faire, comment on va le faire, où on va le faire, en quelle périodicité on va le faire, on peut maintenant commencer à faire l'analyse de chacun des actes qui sera posé dans le cadre du projet pour voir quel impact il aura sur l'environnement, notamment sur ce qu'on appelle les milieux récepteurs. Quel impact il y aura sur le sol, quel impact il aura sur l'air, quel impact il aura sur l'eau. Et on a ajouté une autre dimension. On a ajouté la dimension sociale. Quel impact il aura sur la communauté dans laquelle on met en œuvre le projet. Et maintenant, on est en train d'ajouter une 5e dimension. C'est l'impact sur la santé humaine. Quel impact cette activité aura sur la santé humaine, au-delà de tout le reste. Donc voilà, on ne peut pas faire une étude d'impact environnemental avant d'avoir les éléments techniques. Par exemple, lorsque je vais faire une EIS d'un champ de 100 hectares de manioc, par exemple, avant que je ne sache quelle variété de manioc je vais planter le planter à quelle distance, à quel écartement, je vais planter dans quel milieu, j'aurai besoin de quel apport d'eau, l'eau viendra d'où, etc. Comment je vais gérer les jetés. Avant que je ne puisse disposer de tous ces éléments, on ne peut pas commencer à faire l'étude. Donc c'est lorsqu'on a finalisé toute l'étude technique avec un cahier technique précis qu'on va maintenant commencer à analyser chaque élément du cahier technique, quel impact potentiel il peut avoir sur l'environnement. Okay. Alors, en République démocratique du Congo, nous avons ce qu'on appelle l'Agence congolaise de l'environnement, qui est en fait chargée de réceptionner les études et qui mène cette étude d'impact environnemental, qui mène cette évaluation environnementale. Les responsables du projet, certainement. Pas seulement de réceptionner les études d'impact. En fait, il y a 2 textes fondamentaux sur la conduite des études d'impact environnemental. Ici, il y a un décret qui a défini les mesures procédurales. Oui. Pour les évaluations environnementales. Et les évaluations environnementales, il y en a de 3 types. Il y a l'évaluation environnementale stratégique, qui s'applique à des programmes de long terme, sans avoir les détails de projet, mais de manière stratégique, on peut se dire non, ce programme ici peut avoir tel impact. Il y a l'étude d'impact environnemental et social, qui s'applique à des activités beaucoup plus détaillées, mais il y a aussi l'audit environnemental, qui est le contrôle. Lorsque le projet est en cours, on contrôle dans quelle mesure il respecte le cahier des charges environnementales qui est élaboré. Parce que l'étude d'impact environnemental permet de dresser ce qu'on appelle un plan de gestion environnementale, qui est comme le cahier de charges environnementales qu'on a élaboré. Après avoir tout analysé, on se dit, pour atténuer tel effet, nous allons faire ceci. Pour vérifier telle composante, nous allons mettre en place telle mesure de contrôle, etc. Et donc l'audit environnemental permet de vérifier si le contenu du cahier de charges environnementales, qui est le plan de gestion environnementale, est bel et bien respecté. Donc nous avons ce premier texte qui met en place les mesures procédurales. C'est un décret, donc un texte pris par le Premier ministre. Nous avons le deuxième texte qui crée l'Agence congolaise de l'environnement et définit ses missions. Donc les missions de l'Agence congolaise de l'environnement sont attachées au texte-là. Donc il a la charge de faire appliquer toutes les dispositions de ce texte et d'informer le gouvernement après coup que non, voilà tel projet, j'ai vérifié, environnementalement il est faisable. Mais nous avons un certain nombre de difficultés. Les difficultés viennent même de notre système que nous avons mis en place. Lorsque vous analysez très bien le texte, il y a un certain nombre de déficits qu'il est très facile de remarquer pour quelqu'un qui connaît la pratique des études d'impact environnemental et sociaux. On se rend compte qu'on a un système à 3 parties et toutes les 3 parties sont dépendantes.
Nous avons d'abord la partie demanderesse qui est l'État congolais. L'État congolais demande l'étude d'impact parce que c'est une exigence dans la procédure d'attribution des autorisations. Nous avons l'investisseur qui doit faire produire par un cabinet spécialisé et nous avons l'agence gouvernementale qui doit informer le gouvernement que non, moi j'ai vérifié. Il manque une partie très importante. C'est ce qu'on appelle la partie indépendante. Au-delà, ces trois parties ont toutes des intérêts directs dans l'étude d'impact environnemental. Le gouvernement a un double intérêt. D'abord, l'intérêt que l'investissement puisse avoir lieu, mais aussi l'intérêt qu'on puisse lui dire que non, ça va. Ça va, oui. Mais comme c'est une agence gouvernementale qui doit encore dire au gouvernement ça va ou ça ne va pas, il y a un conflit d'intérêts. Donc c'est pour cela que dans les systèmes, pour qu'ils soient plus fiables, on intègre ce qu'on appelle une partie indépendante qui fait la revue. Et donc dans une étude d'impact environnemental, il y a deux revues. Il y a la revue de l'agence du gouvernement en charge de suivi qui vérifie si les éléments sont là, mais il y a une revue d'une partie indépendante qui est recrutée par le gouvernement et par le demandeur pour contre-vérifier. Et lorsque les avis sont divergents, on met en place une commission qui va concilier les deux avis avant de délivrer le certificat de conformité. Dans notre système, on ne prévoit pas de partie indépendante. C'est là où se pose le problème, apparemment. C'est un problème. C'est un déficit terrible. L'État est juge et partie dans une question qui engage des intérêts économiques très sérieux. Bon, et ce n'est pas possible. Les audits environnementaux, il y a des contrôles qui peuvent être faits par une partie. Donc la partie qui fait le travail peut contrôler si il s'est conformé au cahier de charges qu'il a déposé. Mais la partie État qui doit garantir l'intégrité de l'environnement peut aussi contrôler. Et ça, c'est des parties au projet. Mais il faut une partie indépendante aussi pour faire les audits. Au Congo, une fois de plus, l'audit indépendant n'est pas systématisé. Et ça, ce sont des grands déficits qui rendent un peu faible notre système d'études d'impact et qui demandent que ça puisse être réajusté. Le deuxième problème, c'est que on est supposé avoir une base de données nationale des personnes qui sont certifiées comme pouvant conduire une étude d'impact environnemental. C'est ça qu'on appelle la certification de l'expertise nationale ou internationale. Avant de prendre place à bord d'un avion pour piloter, il y a des services qui vérifient la validité de votre licence, etc. Pour ce cas-là, le pays n'a pas mis en place une procédure de certification des expertises en évaluation environnementale. On a des experts sectoriels. Moi, je peux être biologiste. Je peux mesurer la teneur en je ne sais pas quel élément d'une solution, etc. Je suis chimiste. Mais ça ne veut pas dire que ça ne me qualifie pas pour faire une étude d'impact environnemental. Parce que c'est une science à part, une science qui intègre des connaissances transsectorielles. Donc, au-delà de toutes les connaissances et les expertises qu'on peut mettre ensemble, on a besoin de développer une expertise et de la certifier en évaluation environnementale. Pourquoi? Pour deux raisons. Tout d'abord, la personne qui signe une étude d'impact environnemental, c'est une personne qui dit au gouvernement, voilà, ça, c'est ce que moi j'ai trouvé. Est-ce que cette personne est assermentée? Si elle ment au gouvernement, on ira où? Bon. Et est-ce qu'elle a l'expertise de pouvoir vérifier ça? Le gouvernement ne s'en assure pas. Donc on n'a pas mis en place, vous ne trouverez jamais quelque part au Congo une liste avec accréditation des experts en évaluation environnementale. Il y en a pour les architectes, il y en a pour les médecins, il y en a pour plusieurs disciplines qui demandent une expertise vraiment spécifique en dehors des connaissances scientifiques. Mais il n'y en a pas encore pour les évaluations environnementales, alors que c'est une discipline qui est essentielle pour garantir l'intégrité environnementale. Le troisième grand déficit, c'est qu'il est prévu dans les décrets que l'Agence congolaise de l'environnement puisse mettre en place un manuel qui explique le système de façon à ce que chacun là où il est puisse savoir si je veux arriver à telle étape, voici le cheminement par lequel je passe, voici les obligations auxquelles je suis astreinte, voici, et je vais arriver à tel résultat. Il n'y en a pas.
On n'a pas encore de manuel, je crois, 5-6 ans après la mise en place de l'ACE. Ce qui fait que tous ceux qui ont besoin de faire une étude d'impact environnemental sont livrés à ce qu'on leur dit à l'ACE. Et des fois, on leur propose d'ailleurs déjà une étude taillée sur mesure. L'ACE est déjà une partie à l'étude. Et donc, vous allez trouver la plupart des études qui sont déjà, auxquelles participent déjà même des agents de l'ACE. Si moi j'ai participé à élaborer une étude, comment je peux encore la réfuter une fois qu'elle vient chez moi? Si moi c'est moi qui vous ai donné les thèmes de référence qui n'ont pas été validés quelque part, comment je peux encore me dédire après lors de l'évaluation, dire non, ça c'est une étude qui n'est pas valable? Vous voyez, il y a un certain nombre de problèmes qu'il faut réajuster pour qu'on puisse vraiment avoir un système qui est cohérent et qui permet aux décideurs de s'assurer que l'intégrité environnementale est garantie après. Alors, avoir les trois acteurs, vous avez parlé même d'un quatrième acteur, qui est l'acteur indépendant, ça fait déjà transparaître un conflit, comme vous l'avez dit d'ailleurs, mais est-ce qu'aujourd'hui, notre ACE s'y prend bien dans les études d'impact environnemental et social qu'on lui présente? J'ai relevé les déficits qu'il y a là-bas. L'absence d'une partie indépendante, ça décrédibilise déjà toute étude. Il n'y a personne qui est venu vérifier, qui n'a pas un intérêt direct dans l'étude, qui est venu contre-vérifier et dire non, ça c'est correct, ça c'est pas correct, ça c'est conforme à ce que j'ai vu sur le terrain. Deuxièmement, j'ai parlé de cette absence-là d'une base de données d'experts nationaux. Vous savez, un expert en évaluation environnementale, il est soumis à une formation spécifique. Cette formation, c'est comment conduire, pourquoi conduire, qu'est-ce qu'on recherche dans une étude d'impact environnemental. Et après, il y a une autorité qui certifie. Dans ce cas, ça devrait être le ministère de l'Environnement qui pourrait collaborer peut-être avec le ministère de l'enseignement supérieur ou bien de la recherche. Mais le ministère de l'Environnement doit certifier que telle personne a bien suivi cette formation. Et il y a des systèmes qui vont plus loin, qui les font assermenter. Et qui leur donnent peut-être une qualité d'OPJ à compétences restreintes. On peut aller aussi loin que ça pour que lorsque la personne appose sa signature sur une étude d'impact environnemental, il sait qu'il s'engage sur l'honneur et qu'il est redevable vis-à-vis de l'État de ce qui est déclaré. Si on trouve qu'un élément a été faux, il peut aller en répondre, lui qui a fait l'étude, il peut aller en répondre devant l'État. Bon, on n'a pas encore ça. Donc, qui fait les études d'impact environnemental? Moi, je ne sais pas. On a une procédure pour agréer les cabinets, mais elle est encore très rudimentaire, parce que vous pouvez agréer un cabinet, mais lorsque vous ne vous assurez pas que les personnes qui sont dans ce cabinet ont l'expertise nécessaire, comment vous allez savoir que tel cabinet à qui on a confié une étude peut effectivement la faire? Dans la procédure même, dans la conduite des études d'impact, il y a beaucoup d'étapes qui sont escamotées. Par exemple, dans notre système, ce qu'on appelle la communication, elle est pratiquement réduite à un simple exercice d'informer les gens des résultats de l'étude. Et deux modes d'information, soit il y a le rapport qui est à la disposition de l'ACE, donc quelqu'un peut aller le consulter, mais aller demander de consulter un rapport, vous verrez les difficultés qu'il y a, soit on le publie où ce n'est pas très bien dit. Donc il y a ça. Or, dans la conduite d'une étude d'impact environnemental et social, une étape cruciale, c'est la consultation, le dialogue avec les personnes qui sont directement concernées. D'abord, on définit le périmètre d'influence. Il y a la zone de mise en œuvre où il y a des personnes humaines, il y a toute la zone d'influence, donc la zone qui sera affectée par le projet, même s'il n'y est pas mis en. Par exemple, si on a 80 000 hectares de Boukangalons qu'on doit mettre en œuvre, mais il y a toute la zone qui permet de relier Boukangalons au marché. Il y a toutes les routes, ce sont des zones d'influence. Bon, et ce sont des zones potentielles où il peut y avoir des impacts d'une manière ou d'une autre. Donc, ces personnes, elles ne sont pas là pour être informées. C'est pour être consultées. Et la consultation comprend 3 étapes essentielles. Tout d'abord, on leur donne toutes les informations sur la nature et les éventuels impacts du projet. On fait la consultation après avoir analysé les premiers impacts. Deuxièmement, on recueille toutes leurs préoccupations après qu'ils aient eu ces informations. Donc on dit, bon, ça peut affecter la qualité de l'eau. Qu'est-ce que vous dites? On doit recueillir toutes leurs
leurs préoccupations. Et troisièmement, on répond à ces préoccupations. On doit formuler une réponse à ces préoccupations. Et le tout doit figurer dans l'étude d'impact environnemental. Cette étape n'est pas très bien respectée ici chez nous. Parce que, au consulter, on peut prendre 2, 3 personnes, 4 personnes, on leur pose quelques questions, et puis on place un rapport sur Internet, ou bien on vous dit vous pouvez passer à l'ACE si vous en avez besoin. Mais les personnes qui ont, les membres de la communauté, est-ce qu'ils sont pleinement informés du programme, comment il sera fait, quels sont les impacts? Est-ce qu'ils ont eu l'occasion d'exprimer leurs préoccupations? Est-ce qu'ils ont répondu à ces préoccupations? Ce n'est pas, vous ne le voyez pas dans quelques études d'impact environnemental qui apparaissent ici. Un autre grand problème qui reste là-bas, c'est celui justement du plan de gestion environnementale. On a un plan de gestion environnementale qui est la boussole pour essayer de s'assurer en cours de mise en œuvre que tous les impacts qui ont été relevés en amont sont gérés tout au cours de la mise en œuvre du projet. Parce que les évaluations à l'avant, ce sont des évaluations, des estimations. Donc, le plan de gestion environnementale permet de vérifier l'effectivité par rapport aux prévisions. Par exemple, on pouvait prévoir que à la sortie de l'usine, telle partie de la chaîne de transformation pouvait émettre dans la nature de l'eau qui a une concentration de autant de chlore. Donc, lorsque on doit faire maintenant des suivis, parce qu'il y a un plan de suivi qui est dans le plan de gestion environnementale, lorsqu'on doit faire, on vérifie si effectivement c'est cette quantité de chlore qui est en train d'être rejetée. Parce qu'on a fait des suppositions par rapport à ça. Si on trouve que ce n'est pas ça, on réajuste. Mais on parle également de plans de mise en conformité environnementale et sociale. Ça, c'est une étude ex post. Ça veut dire une activité a commencé d'une certaine manière sans qu'il n'y ait eu une étude d'impact environnemental. Alors on vous demande de mettre votre activité dans la conformité environnementale. Là, ça devient encore plus compliqué parce que ça a déjà été autorisé. Donc officiellement, juridiquement, l'activité est déjà là. Elle a commencé et elle est en train de se faire. Maintenant, que la personne recrute un cabinet pour commencer à faire une évaluation après coup, vous voyez d'abord le coût que ça a, et que cette évaluation sorte des conclusions qu'on va lui imposer, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Alors, M. Fleury, comme on est en train de le dire, aujourd'hui, avec l'Agence congolaise de l'environnement, les études qui sont menées sur le plan environnemental et social, mais est-ce que aujourd'hui nous pouvons dire que les évaluations environnementales qui se font, entre guillemets, en République démocratique du Congo, ne sont qu'une formalité administrative? On peut vraiment le dire, hein, en relativisant un peu, à cause des déficiences que nous avons présentées. D'autant plus que, il n'y a jamais eu de regard indépendant pour vérifier la conformité des EIES. Le suivi environnemental, les plans de suivi, c'est presque du traditionnel que tout le monde met, et on n'a pas vraiment, on ne sait pas vraiment si, dans quelle mesure on fait tout ça. Parce qu'un plan de suivi environnemental, c'est un document très complexe, qui demande une certaine rigueur dans le suivi justement. Et il y a surtout un grand problème, les plans de fermeture. Le plan de fermeture, c'est là qu'il y a le plus grand problème dans les EIES. Parce qu'il est supposé que chaque projet a des impacts. Et l'obligation qu'on a, c'est de remettre le site dans l'état où on l'a trouvé avant le... Parce que le projet, en fait, il a une vie. Il a une vie et après la durée de vie du projet, on est supposé remettre le site dans l'état. Rentrons dans le cas, par exemple, d'une exploitation minière, une mine à ciel ouvert. On a creusé des galeries, des sillons, tout un tas d'histoires. Où on a utilisé des produits pour nettoyer les minerais qui sont rentrés dans les cours d'eau, etc. Bon, vous savez vous-même comment ça se passe. Dans le Katanga, les gens se plaignent tout le temps. Ou le pétrole, les hydrocarbures, il y a aussi un certain nombre de choses. Il est supposé que lorsque chaque exploitant finit son exploitation, il doit remettre les éléments de l'environnement qu'il a dérangé dans leur état initial, de façon à ce que la population, par exemple, puisse encore réutiliser les terres, parce que la population les utilise pour l'agriculture. Vous avez pris le minerai qui était dedans, remettez leur terre en état pour qu'ils continuent à cultiver. Où est-ce qu'ils vont trouver cette terre? Techniquement, c'est très complexe. Très souvent, ce n'est pas l'investisseur qui fait la remise en état du site. Mais
on calcule le coût de cette remise en état et l'investisseur paye ça comme des frais de fermeture. Mais jusqu'aujourd'hui, si vous regardez les dossiers d'études d'impact, lorsqu'on évalue les frais de fermeture, c'est presque des montants symboliques. On ne peut même pas faire 5% du travail avec ces frais-là. Vous savez, lorsqu'on est dans une situation, il n'y a pas une partie indépendante, il y a toujours des arrangements qui peuvent se faire de façon à ce que... Et qui perd en fin de compte, c'est les communautés et l'État. Parce qu'ils n'auront jamais les moyens de remettre les sites en état. Et puis, il y a un deuxième problème. Comment ces frais sont payés, quand est-ce qu'ils sont payés et comment on peut les réactionner pour faire la restauration à la fermeture du projet. Tout ça, ça reste encore des choses à définir et ça devait être défini justement dans le manuel portant système des évaluations environnementales qui n'est pas encore produit 6 ans après la mise en place de la CE. Voilà pourquoi je peux dire aujourd'hui que nos études d'impact environnemental en sont encore vraiment plus proches d'une simple formalité administrative que d'un travail, d'un outil d'aide à la décision réelle. On a beaucoup d'améliorations à faire et il faut les faire parce qu'on ne peut pas laisser le pays se mourir comme ça à petit feu à cause des intérêts économiques. Est-ce que nous pouvons dire qu'une évaluation environnementale en bonne et due forme constitue un élément du développement durable? Bien sûr. Parce que justement, on le fait pour le développement durable. Il ne faut pas que la nature soit tellement dégradée qu'elle ne peut plus rendre les mêmes services qu'elle pouvait rendre avant. Donc on veut garantir qu'après 25 ans d'exploitation de tel site, les gens qui viendront là-bas, après la restauration, puissent encore bénéficier des services environnementaux de même qualité que ceux d'avant. Regardez seulement la qualité de l'eau. C'est l'élément qui est le plus facilement affecté. Lorsque l'eau a déjà une charge importante de métaux lourds, par exemple, ça affecte la santé de tout le monde, à commencer par les poissons qui sont là-bas. Et avec ça, on ne peut plus être dans la durabilité parce que le développement durable, il y a une notion importante, c'est la durabilité environnementale. Ça fait un équilibre entre 3 éléments. L'élément environnemental, l'élément social et l'élément économique. S'il y a un élément qui est un peu négligé, on n'est plus dans la durabilité. Alors, M. Fleury, on va terminer cette émission, évaluation environnementale des programmes et projets exécutés en République démocratique du Congo particulièrement. Est-ce une formalité administrative ou un outil d'aide à la décision? Que dire au vu de tout ce que nous avons dit? Comment vous pouvez pousser, s'il faut le dire ainsi, le gouvernement, les investisseurs, l'Agence congolaise de l'environnement, mais le 4e acteur qui n'est pas là pour que ce travail soit mené de façon que nous ayons un développement durable? Le travail a commencé depuis longtemps, en mettant en place déjà quelques premiers instruments. Le gouvernement a montré la volonté en créant même une agence spécialisée. Il est maintenant question que l'agence poursuive les missions qui lui sont confiées de façon à construire un système de plus en plus solide, qu'il puisse initier une révision du décret qui organise les mécanismes procéduraux pour intégrer ces éléments qui manquent, qu'il puisse combler les déficits sur la certification de l'expertise nationale et même son accréditation, qu'il puisse intégrer la partie indépendante, qu'il puisse renforcer la partie des suivis, les plans de suivi qu'on essaie de voir. Imaginez-vous par exemple tout ce que nous avons comme projet dans tout le pays. Qui fait le suivi environnemental? Un projet que moi je développe dans un village... perdu quelque part. Oui. Comment l'Agence congolaise de l'environnement qui est à Kinshasa organise le suivi environnemental selon le plan de suivi, le plan de gestion qui a été mis en place? On ne sait pas encore le faire. Donc elle renforce sa présence sur terrain pour essayer d'assurer surtout les missions de suivi, parce qu'entre les prévisions et les réalisations, il y a toujours un problème. Et surtout qu'on essaye d'être un peu plus rigoureux dans les plans de fermeture pour s'assurer que les sites sont remis en état. Nous savons très bien dans notre pays que ce n'est pas encore maintenant que ça va arriver. Mais si on commence à y réfléchir aujourd'hui, on peut construire petit à petit un système qui permettra à ce qu'on puisse avoir un système qui est cohérent comme partout ailleurs. Pourquoi les autres arrivent à le mettre en place et que nous ne pourrions pas le faire? C'est ça la question. Nous sommes un pays comme les autres pays, nous avons des ressources humaines, financières.
il y a la volonté politique qui est déjà manifestée. Si vous lisez la Constitution, vous voyez les garanties d'intégrité environnementale, vous voyez ce droit à un environnement sain, vous voyez les quelques outils qui sont produits. Et donc, il faut encore aller plus loin. Nous sommes dans un système de réglementation progressive. Et à chaque pas, on renforce les réglementations existantes pour les rendre beaucoup plus efficaces. Et là, c'est un des domaines dans lesquels on invite vraiment que tout le monde accélère pour qu'on puisse avoir un système qui est à la fin du compte cohérent et qui est un véritable outil d'aide à la décision. Voilà, madame, monsieur, vous avez suivi évaluation environnementale des programmes et projets, formalité administrative ou un outil d'aide à la décision pour une intégrité environnementale. Le sujet est alléchant, mais nous nous sommes vraiment pris par le temps. Nous pouvons revenir sur les sujets, mais nous vous promettons également que nous aurons à entrer en contact avec l'Agence congolaise de l'environnement pour leur poser aussi un certain nombre de questions sur ces évaluations environnementales qui s'effectuent en République démocratique du Congo, si et seulement si c'est une simple formalité ou si vraiment c'est un outil d'aide à la décision. Monsieur Fleury, merci. Merci à vous aussi. Merci également, madame, monsieur, à vous qui avez suivi cette émission qui reviendra bien sûr la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir. Nous serons grés de vous retrouver. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur votre chaîne. Prenez soin de vous et surtout, prenez soin de votre environnement. Au revoir et à très bientôt.